Bonjour, aujourd'hui on va parler de bactéries. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est une bactérie? C'est pas forcément une petite bestiole qui veut vous tuer, qui veut pourrir votre bouffe et qui veut vous pourrir la journée. Sans les bactéries, on ne serait pas là. Sans les bactéries, les plantes ne seraient pas capables de fixer l'azote. Sans les bactéries, nous ne serions même pas capables de digérer nos aliments. Elles sont partout. Sur votre peau, à l'intérieur de vous, dans les fonds marins, dans les lacs acides ou par terre, sur le sol. Elles sont extrêmement abondantes. Il y en a absolument partout. Et pour vous donner une idée, 1 cm3 de sédiments, de terre que vous allez prendre dans votre jardin contient plus de bactéries que l'ensemble des étoiles dans notre galaxie. Ça fait beaucoup. Mais justement, voyons un peu ce qu'il en est des bactéries, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Alors, les bactéries font partie des micro-organismes les plus nombreux. Alors, il y en a d'autres, mais ça, on les verra un peu plus tard. Ce sont des organismes unicellulaires, ça veut dire que sont composés d'une seule cellule. Ils ont ce qui s'appelle une bicouche lipidique. Vous voyez une goutte d'huile dans de l'eau. Eh bien, si vous faites ça en tant que bulle d'huile, vous aurez une monocouche. Imaginez donc cette goutte d'huile enveloppant une autre goutte d'huile. Et bien voilà, vous avez une bicouche, vous avez 2 couches de gras qui protègent l'intérieur de la cellule de l'extérieur. Cette bicouche lipidique, elle est composée de plein de protéines qui permettent à la cellule bactérienne d'interagir avec l'extérieur. On a par exemple l'assimilation de nutriments, le rejet de déchets, comme n'importe quelle cellule. On a aussi à la surface de cette membrane d'autres structures, comme des pili ou des flagelles. Les pili, ce sont des espèces de tentacules, si vous préférez, qui permettent la communication avec l'extérieur, notamment certains pili permettent l'échange d'ADN d'une cellule à une autre. Le flagelle, quant à lui, c'est ce qui permet à la bactérie de se déplacer. Toutes les bactéries n'en ont pas, c'est une spécificité de certaines bactéries. D'autres n'ont pas de flagelle et se contentent juste de flotter. Le mode de vie bactérien, c'est un mode de vie très différent de celui qu'on a. En effet, nous, notre température interne est de 37,2 degrés, à peu près. Les bactéries, elles, ont une température interne égale à la température de leur environnement. Ça veut donc dire que des bactéries qui vont être dans votre appartement vont avoir une température interne de 20 degrés, mais des organismes que l'on dit thermophiles, c'est-à-dire qui se développent à haute température, eux vont se développer à 80 degrés à l'extérieur, c'est-à-dire que leur température interne sera de 80 degrés. Les bactéries font partie des premières formes de vie sur Terre, elles étaient là il y a 3 milliards d'années. Elles sont toujours là, et elles sont plutôt résistantes. Une des raisons de leur résistance, c'est leur grande adaptabilité. En effet, elles peuvent échanger des informations dans l'ADN assez facilement, que ce soit en récoltant des fragments qui traînent ça et là, ou via communication intercellulaire via les pili. On les verra un peu plus tard, parce que ce sont des structures très importantes. Les bactéries se reproduisent de manière asexuée, elles se divisent par fission. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une division bactérienne, vous allez en avoir 2 fois plus. Vous multipliez vos bactéries, après une division. Les microbiologistes sont donc nuls en maths. Les bactéries sont des organismes très divers. Tant physiologiquement, donc on a un grand panel d'organismes qui vivent dans des milieux très variés, ou morphologiquement. On a des ronds ou des coques, on a des bacilles, qui sont des petits bâtonnets, on a aussi des formes un peu plus rigolotes, comme les spirochètes, qui sont des espèces de tire-bouchons, ou des vibrios, qui ressemblent à plus ou moins de longs spaghettis. Le problème, c'est qu'on a énormément de bactéries, et on n'a pas tant que ça de formes. Ce qui fait qu'au bout du compte, on se retrouve avec, quand vous regardez un échantillon, un amas de ronds, de bâtonnets, 2-3 tire-bouchons, et vous ne savez pas du tout à quoi ça ressemble. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Une des techniques les plus anciennes pour discerner quelle bactérie est qui, c'est ce qu'on appelle le test de Gram. Une des manières de discerner les bactéries entre elles est le test de Gram. C'est un des tests les plus anciens qui est toujours enseigné actuellement dans les cours de microbiologie et qui marche assez simplement. Vous avez une bactérie et vous avez 2 types de coloration. Suivant la coloration, violette ou rose, la bactérie va être déclarée Gram positive ou Gram négative. C'est quelque chose de très intéressant qui mérite tout un épisode par lui-même parce qu'il y a tout un tas de fonctionnements qui sont en jeu. Et aujourd'hui, on fait juste une petite intro. Mais vous pouvez retenir une chose, c'est que le résultat de Gram se base sur la membrane bactérienne. C'est une structure qui va envelopper la bactérie et qui va la protéger des agressions extérieures. Les bactéries Gram négatives ont une membrane fine, lorsque les Gram positives ont une membrane épaisse. Parmi les Gram positifs, on a tout un tas de joyeusetés qu'on connaît, comme les staphylocoques ou les streptocoques. On a aussi la bactérie responsable de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. D'ailleurs, Mycobacterium tuberculosis, c'est un nom intéressant, ça vous donne des informations sur ce dont on parle. Et c'est un peu comme ça que se procède la classification. Parce que oui, les méthodes de classification, elles ont évolué. Et maintenant, pour la phylogénie, on utilise une technique beaucoup plus efficace et novatrice qui s'appelle le CESS. Alors, efficace, oui, novatrice, c'est une technique qui est utilisée depuis la fin des années 70, et qui a été mise au point par Carl Woese et George Fox. On va y revenir un peu plus tard, parce que c'est quelque chose de très intéressant, qui mérite son propre épisode, mais dont on a besoin de temps pour expliquer.
Ce gène est très important pour les bactéries. En effet, le 16S, c'est une structure très importante de la bactérie. Ça lui permet notamment d'avoir ses ribosomes fonctionnels. Les ribosomes, c'est ce qui permet de transcrire l'ARN en protéines. Ça a donc un rôle fondamental dans une bactérie. Donc le gène de l'ARN ribosomial 16S, le nom complet, que je vais abréger en 16S, est une partie fondamentale de ces ribosomes. Or, si cette partie est mutée, elle va être dégradée et donc détruite. La bactérie va donc mourir, c'est donc un gène fondamental. En anglais, le terme pour ce genre de gène, c'est le type de gène housekeeping, les gardiens de maison. Parce que s'il mute, s'il se dégrade, la bactérie ne pourra pas survivre. Néanmoins, la diversité illustrée par le 16S est telle que ça nous permet de faire la différence entre une bactérie et une autre. Plus la différence est grande, plus ces deux bactéries sont éloignées. La classification actuelle des bactéries se repose sur cet actuel séquençage du 16S. Actuellement, la classification se présente comme suit. Domaine, règne, phylum, classe, ordre, famille, genre et espèce. Il faut savoir que beaucoup des bactéries que l'on connaît actuellement sont ce qu'on appelle des divisions candidates. C'est-à-dire que ce sont des organismes dont on connaît l'existence, dont on a séquencé leur 16S, voire même un peu plus, on connaît leur existence et potentiellement leur métabolisme, mais on n'arrive pas à les cultiver en boîte de pétri. On n'a pas de représentants en culture pure de ces organismes. C'est ainsi qu'on les appelle des divisions candidates. Lorsqu'on découvre un organisme, qu'on le décrit, on essaye de mettre en lumière ses caractéristiques et sa phylogénie par son nom. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. Voyons 2-3 cas pratiques. On va commencer par quelque chose que beaucoup de gens connaissent, la tuberculose. La bactérie responsable de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, est un bon exemple de la phylogénie actuelle. Nous savons que cette bactérie s'appelle tuberculosis, elle est donc responsable de la tuberculose. Mycobacterium fait partie de la famille des Mycobacteriaceae. Partant de ce principe-là, on peut retracer sa phylogénie. Mais il y a d'autres micro-organismes qui sont très intéressants à étudier et dont le nom est très évocateur. On peut trouver par exemple Thermus aquaticus. Alors là c'est pas très difficile, Thermus pour la température, la chaleur, la haute température, c'est donc un micro-organisme qui se développe sous de fortes chaleurs, et aquaticus, ce qu'on a trouvé dans l'eau. Ils sont pas non plus cherchés très loin. Ce micro-organisme, vous en avez probablement jamais entendu parler, pourtant il a un grand impact sur nos vies. En effet, Thermus aquaticus est le micro-organisme dont on a extrait ce qu'on va appeler plus tard la Taq polymérase, dont on se sert lorsque l'on fait les PCR. PCR dont on se sert en microbiologie, en médecine, et j'ai pas vraiment besoin de vous donner d'exemples, je suis sûr que vous en avez un. Thermus aquaticus, pour vous donner une petite idée, c'est un micro-organisme dont l'optimale de température est 85 degrés Celsius. C'est chaud. Même pour vous. Donc, mais pour elle, ça va. C'est bien même. Un autre micro-organisme au nom évocateur, c'est Deinococcus radioodorans. Deinococcus radioodorans, c'est un organisme un peu unique, parce qu'il peut résister à de fortes doses de radiation. Quand je dis forte, par exemple, pour tuer un être humain, il faut ce qu'on appelle 10 Gray, c'est l'unité de radiation émise. Ces organismes, ils résistent à une valeur de 15 000 Gray. C'est-à-dire que oui, ces organismes sont beaucoup plus résistants que nous. En plus de ça, Deinococcus radioodorans est également thermophile et acidophile. Elle se développe en milieu acide, quand le pH est bas. Deinococcus est donc résistante aux radiations et fait partie de la famille des Deinococcacées. Effectivement, c'est encore un nom tordu. Mais je viens juste de vous parler de ces organismes que l'on appelle les extrémophiles. Alors qu'est-ce qu'un extrémophile? On considère un milieu extrême un milieu qui n'est pas le nôtre. Nous, êtres humains, on aime bien la chaleur, 20 degrés, pas trop de pluie, et surtout on aime bien l'oxygène, un pH neutre et une température qui ne va pas entre moins 40 et 85 degrés. Sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Certains micro-organismes sont dits extrémophiles, ça veut dire qu'ils se développent dans des milieux que l'on considère comme extrêmes. Par exemple, on a les thermophiles, des micro-organismes qui ne se développent qu'à des températures hautes, comme les exemples que j'ai donnés avant. 85 degrés, 90 degrés, 100 degrés, ça peut être des optimums de température. Ça veut dire que c'est la température à laquelle ces micro-organismes se développent le mieux. On a les psychrophiles qui eux sont l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se développent à des températures très basses, en dessous de 10 degrés. On a les acidophiles et les basophiles, les premiers préférant les pH très bas et les basophiles les pH très hauts. On a les piézophiles qui eux se développent à des très fortes pressions, c'est en général des organismes que l'on trouve dans les abysses. Quand je dis forte pression, c'est plusieurs fois la pression atmosphérique, c'est-à-dire que vous soyez complètement oblitéré, que eux se développeraient complètement normalement. Ils appelleraient ça un lundi matin. Les micro-organismes extrémophiles sont un peu à différencier des extrémotolérants. Un exemple, on a des organismes qui sont métallotolérants ou thermotolérants. C'est pas leur optimum, mais ils peuvent très bien se développer. Un autre exemple, les micro-organismes anaérobies aérotolérants. Les anaérobies sont des organismes qui se développent sans oxygène. Ça les tue, ça les oxyde, puisque l'oxygène est un très puissant oxydant. Nous on en a besoin, eux ça les dégrade. Mais certains organismes sont aérotolérants, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop l'oxygène, mais ils peuvent se développer sans trop de problèmes. Un exemple d'un aérobique aérotolérant, c'est par exemple la bactérie connue sous le nom de
Cultibacterium acnes, bactérie qui serait mise en cause dans le développement de l'acné. C'est une bactérie gram-positive, anaérobique, aérotolérante, responsable de l'acné et de la famille des Propionibacteriaceae. Encore une fois, les noms compliqués, tout ça. C'est un bon exemple de la phylogénie dont j'ai parlé, d'extrémophile, et de la mise en pratique du test de Gram. Donc là, on a parlé de bactéries, on a parlé de leur phylogénie et de leurs caractéristiques. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, c'est très simple. Les bactéries sont composées d'un ensemble de couches. Alors aujourd'hui, comme c'est vraiment le premier épisode, on va vraiment en parler succinctement. Prochainement, on en parlera plus en détail parce que vous allez voir, c'est très intéressant. La première de ces structures, c'est ce qu'on appelle la paroi cellulaire, qui est composée de peptidoglycanes. C'est un mélange de sucre et de protéines, qui permet à la cellule d'être protégée des agressions extérieures. C'est une enveloppe rigide qui assure la forme de la bactérie. Ça la protège notamment des variations de pression. Pour en revenir à notre test de Gram, une bactérie gram-positive aura une paroi qui sera composée à 90% de peptidoglycanes. Ce sera une paroi très solide, avec présence de ce qu'on appelle les acides thécoïques et lipothécoïques. Ces acides retiennent le violet de la coloration de Gram. Pour les bactéries gram-négatives, c'est un peu différent. Elles ont un plus bas taux de peptidoglycanes, 15%, mais elles ont quelque chose d'un peu spécial, le lipopolysaccharide, ou LPS. C'est une molécule complexe composée de 3 sous-unités. On a d'abord le lipide complexe, appelé lipide A, un cœur polysaccharidique qui est essentiel pour la physiologie bactérienne et pour l'échange avec l'extérieur de nutriments et de toxines. Et enfin, on a l'antigène O. Donc tout ça compose le LPS, avec le lipide A enchâssé dans la membrane externe et l'antigène O à l'extérieur. L'antigène O est quelque chose de très intéressant parce qu'il varie en fonction des bactéries étudiées. Et justement, j'ai parlé de la membrane externe. En effet, la bactérie a deux membranes, une membrane externe et une membrane interne, reliées entre elles par des porines qui vont permettre à la cellule d'absorber les éléments extérieurs et de rejeter les déchets ou les toxines. Ces membranes sont importantes, non seulement pour garder la structure de la bactérie, mais aussi pour lui permettre de vivre. La membrane externe contient de nombreuses protéines très importantes pour la bactérie. On peut avoir des porines, qui vont permettre l'échange avec l'extérieur, de nutriments ou de toxines. On va également avoir des protéines de synthèse du lipopolysaccharide, ce qui est très important pour la cellule. On va avoir d'autres types de protéines, comme des enzymes respiratoires ou des enzymes de production d'ATP. L'ATP étant la molécule permettant l'énergie dans la cellule. Ça aussi, on va en parler plus tard. Lorsqu'on trouve des flagelles dans les bactéries, c'est sur la membrane externe qu'ils sont figés. Les bactéries sont ce qu'on appelle des prokaryotes, des organismes qui n'ont pas de noyau, tout comme les archées. Cela aussi, on va en parler plus tard. À la place, ils ont ce qu'on appelle un nucléoïde, un brin d'ADN, double brin, enroulé sur lui-même, qui est exposé directement au cytoplasme de la cellule, qui va être le support de l'information génétique. Ici, tous les gènes de la cellule bactérienne sont dans ce nucléoïde. Ils baignent dans le cytoplasme sans paroi protectrice, à l'inverse des eucaryotes, qui sont des cellules avec noyau, telles que vos cellules, les cellules de votre chien, les cellules de vos plantes vertes. Le nucléoïde, c'est le support de l'information génétique. C'est un chromosome unique enroulé sur lui-même qui va permettre à la bactérie de se développer et de vivre. Avec ce nucléoïde, dans le cytoplasme, on va trouver des ARN. Les ARN, ce sont des petites molécules qui sont des copines de gènes et qui sont chargées d'assurer la transcription des gènes de la bactérie. Et ça permet la synthèse de protéines, ça permet également à la cellule de se développer, de réagir au stress extérieur. C'est ce qui permet à la cellule de faire le lien entre ces gènes contenus dans le nucléoïde et sa synthèse protéique. On va également trouver dans la cellule bactérienne tout un tas d'acclusions, de gouttelettes, tout un tas de petites enzymes qui vont se balader ça et là, mais une des choses les plus intéressantes est la présence de plasmides. Les plasmides permettent aux cellules d'échanger de l'information génétique. C'est par le biais des plasmides que l'on va trouver la résistance aux antibiotiques. On va également se servir des plasmides en industrie pour permettre aux cellules bactériennes de synthétiser des composants d'intérêt. L'utilisation de plasmides en biotechnologie, vous en avez peut-être entendu parler par le biais de la production d'insuline. On utilise Escherichia coli, la bactérie responsable de tout un tas de joyeuses infections, on la cultive et on lui administre le plasmide. Ce plasmide va comprendre le gène de production d'insuline, ce qui va lui permettre de produire cette molécule alors qu'à l'origine elle n'en était pas capable. L'assimilation de plasmide par la bactérie, c'est quelque chose dont on parlera plus tard dans une vidéo dédiée à l'assimilation de matériel génétique par les bactéries. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'options. En conclusion, c'est ça une bactérie. C'est une cellule, petite, sans noyau, qui peut se trouver un peu partout, et qui est capable de beaucoup d'adaptations. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les bactéries, comme le fait qu'elles sont toutes pathogènes, ce qui est faux. Actuellement, on considère que 1% de la diversité bactérienne a été découverte, et dans ces 1%, eh bien, il y a une toute petite partie qui est pathogène. Les bactéries sont des prokaryotes, elles n'ont donc pas de noyau, mais elles sont capables de beaucoup d'adaptations, et elles étaient là il y a longtemps, très longtemps. Un peu comme les archées. Les archées, on va les voir plus tard. Mais là, aujourd'hui, on a parlé de bactéries. En gros. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, de mettre un pouce en l'air, à partager et à vous abonner. La vidéo et les prochaines qui vont suivre sont juste pour vous donner un petit goût de ce qu'est la microbiologie. J'ai pas du tout l'intention de faire de vous des microbiologistes, c'est juste vous montrer que
c'est un sujet intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et dites-le moi en commentaire. Merci bien.